Bonjour à tous, je suis Mélanie Vazeux, j'ai fondé une société de conseil qui s'appelle The Podcast Bureau. Donc on va parler aujourd'hui de podcasts gratuits, payants et des enjeux liés à la distribution. Avant de lancer la discussion, je vais vous présenter les personnes autour de cette table rapidement. Donc Fanny Racle, qui est directrice d'Europe 1 Studio. Christophe Caron, qui est donc directeur de rédaction de Sled.fr et Sled Podcast, et qui est aussi auteur du podcast d'actualité internationale Le Monde devant soi. Christopher Siminelli, qui a cofondé le studio, le réseau Orso Média. Et Mathieu Genel, qui est créateur du podcast pour enfants Les Petites Histoires. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une mini-intro pour rappeler que le business modèle du podcast est d'abord construit autour du financement par les marques via la publicité, le brand content. Puis est venue la vente de programmes exclusifs à des plateformes. Et depuis juin 2021, il est donc possible de créer et diffuser des chaînes payantes sur Apple et Spotify en échange de contenu exclusif ou sans publicité. Donc aujourd'hui, on va se demander quels sont les avantages et les inconvénients de ce modèle, quand et pour qui est-ce que c'est pertinent. Et en deuxième partie, on va se poser la question de la multidistribution, qui est aujourd'hui un enjeu majeur pour tous les producteurs. Et on prendra, si on a le temps, quelques questions à la fin. On a une demi-heure. Alors je vais commencer par vous, Fanny. Donc chez Europe 1, vous avez créé une chaîne gratuite et payante. Donc vous allez nous expliquer la différence des deux, de ce qu'offre l'une et l'autre. On-delà te raconte. Quel retour d'expérience vous pouvez partager avec nous aujourd'hui ? Oui, bonjour à tous. On a créé donc au moment du lancement d'Apple en version payante ce programme-là qui s'appelle On-delà de Premium. L'idée en fait c'était de faire cohabiter les deux systèmes. C'est-à-dire de garder un flux gratuit sur lequel on peut avoir tous les épisodes pendant une durée certaine, en l'occurrence une quinzaine de jours à peu près. Parce que c'est notre mission en tant que radio généraliste d'avoir une distribution qui soit la plus large possible, qui soit la plus gratuite et accessible possible, et de ne pas bousculer les habitudes d'écoute de nos auditeurs historiques. Et en parallèle de ça, on s'était dit que c'était intéressant, sur un programme qui est très spécifique, qui est On-delà te raconte, donc qui est vraiment autour de la personnalité de Christophe Ondelat, de bâtir une offre payante. Donc la stratégie, ça n'a pas été par exemple de créer un channel qui soit Europe 1, mais bien un channel qui soit On-delà te raconte, et de se dire, il y a derrière ce programme des fans qui sont prêts à s'abonner au long cours pour une offre qui est vraiment imaginée pour eux. C'est-à-dire c'est des gens qui connaissent déjà tous les épisodes, qui guettent les inédits, qui sont contents d'avoir des épisodes bonus, par exemple sur les coulisses de fabrication du podcast. C'est des gens qui ont besoin de retrouver les 10, 15 histoires les plus connues, faits divers les plus connus, affaires les plus marquantes, et pour qui ça a vraiment de la valeur. Donc en fait, on a construit une espèce de système parallèle où il y a d'un côté l'offre gratuite qui continue d'exister, qui est alimentée tous les jours, qui est même en l'occurrence disponible sur les plateformes d'écoute avant la diffusion à l'antenne. Donc il y a toujours un avantage à être auditeur sur les plateformes d'écoute. Et si on est vraiment fan d'On-delà te raconte, il y a un avantage supplémentaire à payer pour cette offre payante. Et ce que vous dites, c'est que ça marche parce que c'est un personnage fort, exactement, que c'est régulier. Et donc, il y a deux composantes qui me semblent importantes pour la réussite d'une offre comme celle-là. La première, c'est effectivement ce centrage et qui était un vrai choix éditorial au départ et qui était une sorte de pari, de se centrer sur un personnage, sur une incarnation très forte et pas sur une marque. Et la deuxième composante clé, c'est vraiment la création de contenu ou la gestion de catalogue dédié
et ça demande des ressources de pilotage. Voilà, il y a des épisodes qu'il faut dépublier, republier pour les abonnés. Il y a des épisodes coulisses qu'il faut créer spécialement pour les abonnés. Il y a une offre aujourd'hui, et depuis le mois de juin, on a une offre qui est désormais annuelle, qui est une possibilité d'abonnement annuel. Pour ces gens-là, il faut être au rendez-vous tous les mois avec une offre renouvelée. Ouais. Alors vous, Mathieu, vous produisez donc des podcasts pour enfants. C'est un modèle que vous avez testé, d'où vous êtes un peu revenu, notamment à cause du temps que ça prend et des ressources que ça demande. Oui, exactement. On peut appeler ça un échec. Et c'était vachement bien. À l'origine, en fait, j'ai fait une offre payante parce que les parents n'étaient pas contents qu'il y ait de la publicité. Donc je leur ai dit, très bien, je vous comprends, enlevez vos notes de 1 sur 5, c'est quand même chiant. En revanche, ce que je leur ai dit, c'est, ok, filez-moi 1 euro. La réponse a été unanime, non. Voilà. Donc ça marchait pas. J'ai essayé de comprendre pourquoi et les gens disaient non, mais en fait on veut pas donner de l'argent. Donc c'était quand même compliqué parce que là du coup on est face à une incompréhension et en fait j'ai compris 2 choses. C'est moi je suis en concurrence avec plein de choses et on offre beaucoup trop de choses aux enfants et c'est dommage pour moi, mais bon tant pis, c'est comme ça. Et ensuite surtout l'autre point, c'est que je ne suis pas incarné, enfin si, je suis là, mais les petites histoires, c'est les petites histoires. Mathieu existe, mais c'est juste une voix, c'est un des créateurs. Et je crois beaucoup effectivement au fait qu'aujourd'hui l'abonnement ne fonctionne que s'il y a vraiment une incarnation ou ce qu'on appelle vulgairement une IP, donc vraiment une marque en fait qui peut être très très forte. Et donc si on est un éditeur, genre l'école des loisirs par exemple, ça peut fonctionner. Mais est-ce que derrière c'est rentable, vu ce que nécessite aujourd'hui la production de fiction pour enfants, faut ménager la chèvre et le chou, hein, comme disent nos ancêtres, et c'est pas évident. Ouais, moi, j'ai personnellement travaillé sur Dizo, qui est une chaîne de podcasts pour enfants, en partenariat avec l'école des loisirs. Et effectivement, les histoires les plus écoutées, c'était Cornebidouille, donc qui est quand même une marque aussi, et quelque part incarnée. Hein, même. Où est-ce que j'en suis? Christopher, vous, donc les podcasts de votre réseau, ils ont la particularité d'être sur des problématiques liées à l'entrepreneuriat, à l'innovation, le développement personnel. Et donc, la chance que vous avez, c'est que c'est une cible très qualifiée, très CSP+, très précise, qui plaît beaucoup aux annonceurs. Donc, votre intérêt, c'est plutôt... la pub marche bien, mais pourtant, vous réfléchissez à une offre payante. Bonjour à tous. Alors nous, on a banni le terme pub déjà dans nos podcasts. Bravo Mélanie. Non, c'est vrai. Orso Média, c'est 30 podcasts aujourd'hui sur des thématiques entrepreneuriat, développement personnel, finance perso et innovation. On croit beaucoup, nous, en l'incarnation, vraiment pour être dans la continuité de ce qu'on dit. Et on aime bien se dire qu'on met en relation des incarnants, des forces de prescription, des cautions qui sont tous des experts dans leur domaine, avec des marques, avec des sponsors qui ont un intérêt à toucher la cible de nos podcasteurs. Et c'est vrai que dans la cible de nos podcasteurs, on a beaucoup d'entrepreneurs, de décideurs, de dirigeants qui sont des cibles de choix, on va dire, sur le marché, non pas publicitaire, mais des partenariats, on va appeler ça comme ça. Et donc, effectivement, on aime bien dire aussi qu'on fait du bouche à oreille 2.0, parce que là, c'est là où, c'est ce que disait Mathieu, tous nos podcasts sont incarnés, et donc une force de recommandation qui est très importante. Donc, d'un point de vue publicitaire et partenariat, c'est vrai qu'on se porte plutôt bien. Je vais juste apporter une précision. Ouais. Donc, vous vendez du host-read. Donc, c'est un format de publicité où l'animateur ou l'animatrice du podcast recommande avec un message personnalisé la marque versus des spots pré-roll de 30 secondes comme on entend à la radio. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça plutôt du partenariat, du sponsoring, voire même des programmes d'ambassade, des programmes ambassadeurs pour des marques et non pas de la publicité. Et c'est un format de sponsoring qui peut difficilement exister dans les médias traditionnels comme Europe 1, avec des journalistes encartés, une déontologie. Voilà. Donc nous, on n'a aucun problème. On le fait en podcast natif aussi. Mais avec des journalistes. Ouais. D'accord, ok.
Bon, mais j'ai rien dit alors, je retire. En tout cas, le fait de proposer des intégrations en host-read a beaucoup de valeur et ça se vend, entre guillemets, sur le marché peut-être 8 à 10 fois le prix d'une campagne publicitaire classique audio en pré-roll. Et la chaîne payante, alors, pourquoi est-ce que ça vous intéresse quand même ? Est-ce que vous allez le faire ? Alors, on y réfléchit, bien sûr. Déjà parce que on a réussi, je pense, à créer des liens très forts entre nos podcasteurs et nos audiences. Et on le voit par rapport au nombre de mails qu'on peut recevoir, que nos podcasteurs peuvent recevoir. J'ai adoré cet épisode. Et puis, merci de m'avoir fait découvrir telle ou telle boîte, tel ou tel service. Et on sait qu'il y a une fanbase assez forte. On sait qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à payer, déjà pour en avoir plus, mais aussi rien que pour payer, en fait. Rien que pour soutenir financièrement des créateurs sur un principe un peu de mécénat. Maintenant, on réfléchit, parce qu'on ne veut pas se lancer dans le premium, juste pour se lancer dans le premium. On a envie de créer quelque chose qui ait une vraie valeur ajoutée, qui ait une vraie valeur. Et donc, on est encore en réflexion. D'accord. Fanny, vous avez aussi diversifié un peu vos sources de revenus en vendant des programmes en exclusivité à des plateformes, donc, qui sont diffusés en exclusivité à des plateformes. Il y a notamment L'Ombre, donc c'est le dernier programme, une contre-enquête sur l'affaire Estelle Mouzin, qui est un original Spotify et qui est en lice pour le prix du podcast documentaire. Bravo. Votez si vous avez la possibilité. Votez, voilà, votez. C'est quoi les avantages et les inconvénients de ce modèle ? Nous, notre démarche, c'est d'expérimenter. C'est-à-dire de tenter tous les chemins possibles. Et pour cela, à la fois sur l'abonnement payant comme sur la production de podcasts originaux, ce qu'on essaie de vraiment travailler, c'est la relation avec les plateformes. En fait, dans le cas par exemple de l'abonnement payant Apple Podcast, on était là au tout début du lancement en France. En l'occurrence, on était là avant le lancement et on a vraiment travaillé main dans la main avec eux pour être vraiment totalement intégrés dans cette exploration ensemble. Et pour moi, ça, c'est une vraie clé de succès. Et la démarche est la même avec les plateformes qui nous achètent du contenu, Spotify ou Deezer par exemple, de vraiment travailler dès les projets le plus tôt possible ensemble pour que l'intégration et cette exploration, elle se fasse à deux en fait, à une vraie coproduction au maximum de son potentiel en tout cas. Pour revenir sur le sujet des chaînes de podcast, pour un peu terminer sur ce sujet-là, Christophe, vous avez le podcast numéro 1 sur le classement de la CPM, aujourd'hui avec 1 100 000 et quelques écoutes par mois, téléchargements par mois, Transfert, qui existe depuis toujours et qui a été, moi, le podcast avec lequel je suis rentrée dans cet univers-là, perso. C'est une marque super forte, qui n'est pas incarnée, puisque c'est des histoires de personnes, on va dire, normales, à qui il arrive des choses extraordinaires. Je ne sais pas si je l'ai bien pitché. Oui, c'est ça. Et pourtant, vous n'avez pas encore, en tout cas, vous n'avez pas créé de chaîne payante, malgré la puissance de cette marque. Ben en fait, c'est justement la puissance qui était un problème. C'est-à-dire que Transfert a de la pub avant et après. Donc Transfert, ça crée du revenu, puisqu'on a du revenu lié à la pub. Et passer Transfert en payant, on n'était pas sûr de pouvoir, dans un premier temps, de pouvoir transformer en abonnement ce qu'on gagnait en pub. C'était un risque énorme. Il fallait avoir un nombre d'abonnés qui serait assez important. Et quand on voit ce que nous a dit Mathieu sur l'acceptation de pouvoir payer, c'était pas évident. Il y avait la possibilité aussi de supprimer la pub et de proposer un abonnement en échange. Alors les retours qu'il y a pu y avoir des États-Unis qui ont un marché un peu plus mûr montrent que c'est pas quelque chose qui fonctionne vraiment. C'est-à-dire la suppression de la pub ne fait pas passer. Parce que la pression publicitaire en fait n'est pas assez forte. Il n'y a pas assez de pubs sur les podcasts pour qu'on ait envie de payer. Et puis comme on essaie de faire des pubs assez propres et éviter d'avoir des pubs à la radio comme celle de la radio, les pubs Leclerc qui sont infernales, on a toujours veillé à ce d'avoir des pubs qui sont audibles justement. Et on le voyait dans l'étude ce matin, il y a une vraie acceptation. Oui, une vraie acceptation de la pub. Donc ouais, c'est 63%, c'est ce qu'il disait. C'est ça. Ce qui est super parce que tous les producteurs ont bossé pour que ce soit hyper agréable à écouter, mais du coup... Du coup, ça marche. Du coup, très bien. Oui. Et donc, effectivement, l'étude Havas montrait ce matin qu'il y avait une acceptation de la pub. Donc, on a beaucoup réfléchi, on a longtemps réfléchi à savoir ce qu'on allait faire de cette marque, parce que c'était la seule marque de Slate qu'on pouvait faire passer en payant.
on ne peut pas lancer d'offres payantes from scratch sans rien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec un nouveau podcast, une nouvelle histoire et la faire payer, puisqu'il faut qu'il y ait un attachement donc, à une incarnation ou à un format. Et finalement, on a fini par trouver une solution qui était d'offrir des choses en plus à nos auditeurs et auditrices de transfert. Et on va lancer un channel payant de transfert. Évidemment, les transferts du jeudi resteront gratuits pour la plupart pour tous les auditeurs et toutes les auditrices, mais ceux qui le veulent pourront s'abonner pour avoir des contenus. Alors, des contenus qui seront dévoilés prochainement, mais des contenus supplémentaires, un peu comme le fait Europe 1 avec On the Lat. On ira un peu plus loin encore dans ce qu'on propose, mais effectivement, on s'est dit qu'il fallait qu'on le teste. Alors évidemment, c'est plus de ressources, c'est plus de flux, c'est plus de téléchargements, c'est plus de travail, mais on sent qu'il y a un marché, une envie, en tout cas de la part des fans de transfert d'en avoir plus. Quand on est passé d'un rythme bimensuel à un rythme hebdomadaire, en fait, ça a suivi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de lassitude, au contraire, les audiences ont explosé. Et donc, on sent que si on pouvait faire du transfert quotidien, ça suivrait aussi. Donc, il y a clairement une grosse envie. Et donc, on va essayer de combler cette envie et de répondre à ce désir. Je pense qu'on a tous envie de se dire qu'on arrive peut-être à un moment dans la maturité de l'écosystème pour que effectivement les gens soient prêts à payer pour du podcast et les défricheurs depuis un an ont montré la voie et c'est peut-être via des grosses marques comme On the Lat que voilà, les gens aussi sont au courant que ces offres existent. Et puis je crois que maintenant tout le monde est habitué à payer pour à la fois Netflix, OCS, Apple+, et peut-être que ça aussi aide les gens à se dire qu'il faut payer pour du contenu, quoi. Après, si je peux me permettre, ils sont prêts, mais en fait, ça dépend vraiment du lien émotionnel et l'attachement qu'ils ont en fait, à l'host ou à la marque. Et donc, dans mon cas, il y a eu une offre payante un peu plus premium, mais en fait, vu que c'est les parents qui décident, c'est compliqué. Si les enfants avec une carte bleue, je serais très très riche. Mais voilà, donc du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est quoi la valeur ajoutée de l'offre payante. Vous faites un produit en fait. Donc c'est quoi, pourquoi est-ce que les gens vont lâcher 2 euros, 3 euros, 4 euros, sachant que c'est déjà beaucoup d'argent. Donc c'est une question de valeur ajoutée, quoi. Et puis il y a aussi le fait d'avoir quelque chose qui était gratuit jusqu'à maintenant. Nous, ça fait 6 ans que Transfert existe. On ne peut pas arriver et dire ça va passer payant, puisqu'il y aura déjà une frustration terrible. Donc c'est vraiment cette équation à trouver. Comment on fait le pas avec une marque qui provoque un fort attachement et une forte envie, comment on arrive à transformer cet attachement en revenu, puisque de toute façon c'est gratuit, mais ça coûte quelque chose à fabriquer. Oui, bien sûr. Pour passer un peu sur le sujet de la distribution, donc pour revenir, Fanny, sur le programme, par exemple Spotify, que vous avez vendu donc en exclusivité, on avait discuté ensemble un peu aussi des inconvénients qu'il y a à avoir son programme uniquement sur... donc au Spotify, aujourd'hui, c'est en moyenne... on va dire 20-25%, j'espère que je ne dis pas de bêtises, en plus il y a Laura de Spotify qui est là, mais des écoutes au global. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapides? En fait, je pense qu'il faut vraiment faire une sorte de balance entre notre mode de distribution qui vaut pour nos podcasts replay et certains de nos podcasts natifs, qui est vraiment une philosophie d'ouverture au maximum, et l'intérêt qu'on peut trouver sur certaines plateformes sur des sujets spécifiques. Et là, en l'occurrence, on parle du true crime sur ce podcast-là. De pouvoir tester avec une plateforme comme Spotify la puissance de la mise en avant in-app, qui est quelque chose qu'on vit assez peu ou de loin, même si sur nos créations natives au quotidien et sur nos podcasts replay, on peut de temps en temps avoir une discussion éditoriale et être force de proposition pour une mise en avant. Mais quand on bascule du côté du modèle où on est vraiment en coproduction et en travail vraiment beaucoup plus proche et en achat de contenu, on bascule vraiment dans une autre dimension. Et du coup, pour moi, il y a un vrai intérêt à expérimenter ça. Évidemment, c'est un format c'est un système avec plus de contraintes qu'il faut encadrer juridiquement avant, et c'est souvent des processus très longs. Mais pour moi, il y a un vrai intérêt à rentrer dans ce format-là
pour en tester les limites et en voir le potentiel de développement, notamment pour une marque comme Europe 1, qui aujourd'hui est évidemment une radio historique très implantée, mais qui est aussi à la recherche de nouveaux relais de croissance. Voilà, en allant sur une plateforme comme Spotify, on peut s'ouvrir à un public différent et il y a un vrai intérêt en tout cas à tester ça. Parce que c'est sûr que quand on a un original Spotify brandé européen, on est sur la homepage de Spotify. Quand on a une chaîne payante Apple, on est vachement mis en avant aussi sur le carrousel Apple. Et en fait, c'est le nerf de la guerre, la distribution. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure que c'était vraiment important, ce travail avec les plateformes, c'est un travail de fond. Au long cours, mais il est vraiment intéressant parce qu'il permet de creuser des nouvelles opportunités, et y compris sur des projets qui sont pour l'instant à l'état d'embryon, mais qui pourraient être tracés des chemins pour l'avenir. Donc ce travail qu'on a besoin de mener avec les plateformes au quotidien, Christopher, vous en profitez dans le sens où ça vous permet de vendre au plus largement possible l'espace de sponsoring, pour ne pas dire publicitaire, de vos podcasts. Mais c'est sûr que ça crée aussi une forme de dépendance. Et donc, une des solutions, c'est aussi peut-être d'essayer de ramener les gens vers son écosystème. C'est ce que vous essayez de faire, même si ça paraît assez difficile et chronophage. Oui, c'est bon, t'as tout dit. Comment tu fais Il faut quand même rappeler que le podcast, c'est un média d'abonnement. Les gens reçoivent vos nouveaux épisodes parce qu'ils sont avant tout abonnés à votre flux. Et donc, quand ils vont se connecter à Apple Podcast ou à Spotify, apparaissent les épisodes auxquels vos auditeurs sont abonnés. Donc ça, c'est hyper important. L'autre, c'est évidemment la découvrabilité. Et en cela, les plateformes sont très puissantes. Il y a un moteur de recherche, l'autosuggestion, on peut rechercher par mots-clés, etc. Donc, bref, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un moteur de recherche, vous connaissez, mais c'est évidemment hyper important. Mais ça questionne, c'est vrai, notre rapport aux plateformes au global, mais c'est un sujet qui ne concerne pas que le podcast, hein, ça concerne aussi la vidéo, le texte. On a tous entendu parler des velléités de YouTube sur l'univers du podcast, avec YouTube Podcast qui a déjà été lancé aux États-Unis, qui va très certainement arriver en France aussi. Nous, on regarde ça plutôt... avec pas forcément de la crainte, mais avec attention, parce que qui dit YouTube dit aussi ne plus avoir la main sur son propre inventaire, ne plus pouvoir mettre le message de sponsoring qu'on a envie sur la durée dont on a envie, etc., etc. Donc on perd complètement la main là-dessus. Et nous, il n'est pas question qu'on perde la main sur notre inventaire publicitaire. C'est la propriété de nos podcasteurs, donc c'est hyper important. Certes, YouTube, c'est un gros moteur de recherche, donc ça nous permettrait d'avoir plus d'audience. Mais ça sert à quoi de faire plus d'audience si finalement l'équilibre financier n'est pas là? Parce qu'on est tous là aussi pour se dire que il faut aussi qu'on mange à la fin du mois et que tout le monde y gagne. Et vous, Mathieu, je ne sais plus si je dois dire tu ou vous, mais bon, j'ai tout écrit en vous alors. Toi, tu fais 280 000 écoutes par mois, ce qui est quand même un beau chiffre. Tu réfléchis à YouTube. Comment est-ce que tu l'abordes aujourd'hui? Quelle stratégie tu envisages? Je l'aborde avec une problématique de temps et de ce que ça va me rapporter comme argent, sachant que je ne gagne pas d'argent, globalement. Donc, je l'envisage en pareil, toujours, qu'est-ce que je vais apporter comme valeur ajoutée. Donc, sur YouTube... si les enfants sont devant, c'est pas forcément uniquement pour de l'écoute. Donc, est-ce qu'on peut apporter de l'animation et quelle typologie d'animation, sachant que ça coûte beaucoup trop cher? Et je suis poli quand je dis ça, parce que c'est beaucoup de temps passé. Quelle valeur ajoutée sur l'audio? De l'audio sur une plateforme vidéo, ça va être important. Et après, pour l'instant, je me concentre plus sur... Je pense qu'on minimise aujourd'hui la découvrabilité des podcasts au travers des moteurs de recherche, comme Google, de Google. Et moi, aujourd'hui, ça représente... Il faut savoir que c'est mon site internet aujourd'hui, grâce à Bababam, qui est la solution que j'utilise d'écoute. C'est ma 3e source de trafic.
Donc c'est colossal. Voilà, je suis juste derrière Spotify et je fais des très beaux volumes sur Spotify. Coucou Laura. Et vraiment, donc pour l'instant, j'essaie d'optimiser tout ce qui est référencement de mes épisodes, métadonnées, et je sais que ça va me servir après sur YouTube parce que YouTube et Google, c'est pareil. Et ensuite, on verra ce que je ferai en termes de valeur ajoutée sur l'usage de la partie vidéo. Et toi, Christophe, tu as monté Slate Audio. Est-ce que tu peux nous expliquer justement et j'avais une question, est-ce que ça booste tes écoutes ? Alors non, ça ne booste pas les écoutes, Slate Audio, parce que c'est quelque chose d'encore expérimental, et surtout on est face à des majors qui sont Apple Podcast et Spotify. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était justement sortir des algorithmes, l'algorithme d'Apple qui est ultra opaque, on ne sait pas pourquoi les choses montent à un moment et redescendent à un autre, et puis Spotify, désolé Spotify, qui est jugé parti, c'est-à-dire qui est à la fois producteur et à la fois diffuseur, et dont on ne sait pas non plus comment ils choisissent les podcasts mis à la une. Il y a des algorithmes qui sont très efficaces sur Spotify, en tout cas en matière de musique, moi, à titre perso, je le sais, mais sur le podcast, ça reste assez flou. Et surtout, on a voulu avoir des humains, nous, derrière la découvrabilité. On a Mathilde Mélin, qui est une ancienne journaliste de Télérama, qui écoute 70 heures de podcast par semaine et qui faisait des critiques à Télérama et qui les fait maintenant, qui sélectionne. Et en fait, sur Slate Audio, on n'arrive pas, n'importe qui ne met pas son podcast. En fait, c'est un deal qui se passe entre Slate Audio, donc Mathilde, et les producteurs. Et il faut qu'il y ait une envie commune. Il faut que nous, on estime qu'il y a quelque chose de suffisamment intéressant dans la prod, le récit, dans le contenu pour le mettre en avant. Donc c'est vraiment une sélection journalistique et critique qui n'est pas quelque chose d'automatique. Alors pour l'instant, on ne va pas dire qu'on va révolutionner le marché en termes d'audience, parce que ça reste très très bas par rapport aux plateformes, mais en tout cas ça permet aux gens qui ne savent pas quoi écouter de savoir qu'ils tomberont sur un podcast, ce ne sera pas un truc complotiste ou un truc où on racontera n'importe quoi, ce qui est le problème des plateformes, mais toutes, YouTube, Spotify et Apple. Là il y a une sélection et surtout une sélection critique et j'espère intelligente en tout cas. Et on finira avec toi, Fanny. Tu as quelque chose que peu ont, c'est tu as une appli Europe 1. Est-ce que alors j'imagine c'est un vrai plus. Est-ce que tu peux partager aujourd'hui le ratio, est-ce que tu le connais, le ratio écoute appli versus plateforme de podcast? Alors c'est une excellente question et j'ai pas forcément les bons chiffres, mais c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que oui, on a une appli. En toute transparence, il faut qu'elle soit refondue et elle le sera l'année prochaine. C'est à la fois une bonne porte d'entrée pour notre public historique. On essaie en tout cas d'avoir dès la home de l'app à la fois les replays les plus puissants et de la découvrabilité sur les podcasts natifs. Donc c'est intéressant pour ce public qui connaît la marque Europe 1, qui l'aime déjà, voilà. Mais pour nous, l'enjeu, c'est aussi d'aller conquérir des nouveaux publics. Et du coup, encore une fois, c'est un outil supplémentaire. On a la chance de l'avoir, mais il vient s'ajouter à toute une panoplie. Et tu parlais de Slate Audio à l'instant. Par exemple, nous, on est sur Slate Audio aussi, parce que s'associer à l'image de recommandations éditoriales, c'est un vrai plus. Donc, encore une fois, on expérimente un maximum de leviers possibles. L'app, finalement, en est un, mais parmi d'autres. Et je pense qu'il y aura des nouveaux distributeurs de podcasts. En fait, on parle de Netflix, je pense que les plateformes vidéo, clairement, vont s'y mettre. HBO Max a déjà sorti des podcasts, tu disais. TikTok. Et TikTok, voilà, annoncé aujourd'hui. Enfin, il y a des gens qui ont vu des flux RSS, je sais pas quoi, des lignes de code. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, TikTok prévoirait de faire du podcast. Donc ça va être assez passionnant d'observer ça. Il faudra vite s'engouffrer dans la brèche. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Et non. Bon, voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça va vous intéresser. Et du coup, je vais passer le micro à la table ronde suivante, qui va parler d'innovation au service des éditeurs de podcasts. Voilà, je vous laisserai vous présenter. Bonjour tout le monde, on est ravis d'être là. Peut-être en attendant que la présentation s'affiche, on va se présenter. Je te laisse l'honneur. Oui, bonjour tout le monde. Donc Laurent Doron, moi je dirige les opérations numériques chez Lagardère Publicité News. Et je te laisse te présenter aussi.
Jannick Labébérian, je travaille chez AdWiz depuis 3 ans maintenant et je suis en charge de la partie supply pour l'Europe du Sud. Donc je m'occupe en fait des publishers, des éditeurs qui travaillent avec nous, tout simplement. Hop. Donc, ça fonctionne, c'est ça? C'est le go? Oui, super, merci. Et on est ici pour vous parler un peu d'innovation au service des éditeurs de podcasts, donc des podcasteurs. L'agenda, on va expliquer un peu qui on est, notre mission et également toutes les innovations qu'on crée en fait sur ce merveilleux marché. Alors, je vais peut-être commencer par présenter la société parce que j'imagine que beaucoup ont entendu parler d'AdWiz mais que peu finalement connaissent ce que fait AdWiz. Donc AdWiz, c'est une société qui est belge à la base, qui a été créée il y a plus de 10 ans maintenant dans un garage à Bruxelles et qui a décidé dès le départ de se concentrer uniquement sur l'audio. On a des produits qui répondent à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'audio, c'est-à-dire qu'on va fournir des produits technologiques pour permettre de diffuser les messages audio que vous avez sur les plateformes de streaming, sur les web radios et sur les podcasts. Donc on a un DSP qui va permettre aux agences et aux annonceurs de tout simplement pouvoir aller se connecter à l'inventaire des éditeurs. On a un SSP qui permet donc de connecter l'inventaire de nos éditeurs à toute la source de demande. On a également un CMS, donc c'est une plateforme d'hébergement et de distribution de podcasts, et un ad server. Et il y a 3 ans, pour compléter toute sa chaîne, on a fait l'acquisition d'une société américaine qui s'appelle Simplecast, qui travaille avec des publishers comme le New York Times ou NPS et qui va tout simplement permettre d'aller diffuser, héberger du contenu de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais accentuer le fait qu'on va permettre de répondre à toutes les fonctionnalités qu'un CMS peut avoir. La petite chose en plus qu'on a, c'est des outils qui permettent d'aller rendre viral votre contenu podcast, c'est-à-dire des petits outils de recast qui vont permettre en fait d'aller sélectionner 30 à 60 à 90 secondes de votre podcast pour le mettre en vidéo et vous permettre d'aller le diffuser sur vos réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est important de créer du contenu, mais le plus important, ça reste d'encourager l'audience à aller écouter le podcast que vous avez produit tout simplement. Donc on met vraiment l'accent là-dessus au sein de notre outil, au sein de notre CMS. Ce slide-là, c'est juste pour expliquer qu'on est global. On travaille avec énormément d'acteurs à travers le globe. C'est aussi rassurant de savoir qu'on sait un peu les tendances qui se passent aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et qu'on est en mesure de pouvoir lire les tendances et tout simplement s'adapter en fonction des marchés, puis un peu vous expliquer ce qu'on voit et ce qu'on découvre au fur et à mesure. On travaille aussi énormément avec les agences médias, tout simplement pour pouvoir connecter la demande aux inventaires de nos publishers. L'opportunité podcast. Donc, on en a parlé beaucoup depuis le début de cette journée. On sait très bien qu'aujourd'hui, le podcast est de plus en plus utilisé, notamment le matin, pendant les activités sportives, durant les trajets, durant la mobilité au bureau, et qu'aujourd'hui, on voit une transformation de ce marché. J'avais envie qu'on s'attarde un peu sur ce slide-là parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, le marché était très, très fragmenté. Il y avait énormément de petits acteurs indépendants. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, 5 ans après, c'est que le marché s'est vraiment consolidé. Aujourd'hui, tous ces petits acteurs indépendants se sont fait racheter par des grands groupes et tous ces grands groupes ont vraiment consolidé leurs achats et racheté tout ce qui va leur permettre d'adresser le podcast. Donc on voit que Spotify a fait l'acquisition de Megaphone, d'Archer, iHeart de Triton, Amazon d'Art19 et SiriusXM qui a racheté AdWiz il y a maintenant 3 ans, a également fait l'acquisition de Pandora, de Simplecast et de Stitcher. Donc voilà, c'est vraiment un marché qui s'est consolidé. On voit aussi qu'il y a un écart qui se réduit énormément entre l'évolution des audiences et l'évolution des investissements publicitaires. Pourquoi ? Parce que le marché se consolide, mais aussi parce qu'il y a la technologie qui rentre en jeu. Aujourd'hui, grâce au programmatique, on voit qu'on va pouvoir être ce facteur de croissance et permettre d'aller mieux monétiser toute cette audience qui grandit. L'innovation également qui est clé, qui va permettre tout simplement d'aller adresser des messages publicitaires différents à vos audiences et on va y venir un peu après. Ah, et je me suis trompée de bouton. Voilà.
Il y a énormément de challenges sur ce marché. Il y a cette fameuse absence de données parce qu'effectivement, l'écoute des podcasts qui se fait sur les plateformes tierces ne permet pas d'avoir accès à certaines données, à certains consentements. Nous, on travaille énormément là-dessus. Je vais y venir un peu plus tard sur la présentation. La mesure également, on a vu notamment grâce à l'intervention de la CPM qu'il y a des mesures qui ont lieu aujourd'hui sur le marché, mais il faudrait aller un peu plus loin sur ce niveau-là. Et puis c'est aussi un écosystème qui est vraiment en mouvement. On voit que l'année prochaine, ce sera le cookie-less. Il y a aussi des règles qui changent, donc tout va très vite. Nous, notre mission, c'est vraiment de décupler la valeur des inventaires de nos publishers en utilisant nos innovations et notre technologie. Et on va y venir très rapidement. Donc le programmatique, c'est vrai que ça présente un énorme avantage parce que ça va permettre d'aller adresser beaucoup plus facilement et flexiblement votre audience sur des formats de plus en plus innovants. Et on va pouvoir essayer, via des deals qui sont avec des inventaires qui sont garantis, permettre tout simplement d'aller mieux monétiser votre audience. Ça, c'est un cas que j'illustre qui montre que quand on fait des deals en programmatique et où on garantit l'inventaire, on observe une hausse de 44% du CPM, ce qui est vraiment important parce que ça permet de tout simplement mieux monétiser son inventaire. Nous, on a créé quelque chose qui est assez intéressant justement pour répondre à cette absence de data. On a mis en place un ciblage contextuel. Donc ça permet tout simplement d'aller améliorer le ciblage pour mieux adresser les campagnes publicitaires. Donc ça va être de l'intelligence artificielle. Donc ça va aller analyser le contenu de votre podcast, la sémantique de votre podcast pour aller le catégoriser. Et en fonction de la catégorie, pouvoir aller mieux adresser les campagnes publicitaires pour que tout simplement le message soit mieux entendu et derrière avoir des conversions qui soient beaucoup plus intéressantes. On se rend compte que quand on utilise ce type de ciblage contextuel, on a une conversion de plus de 48%. On va aussi parler de formats innovants. Le host-read, qu'on appelle aussi du sponsoring, on s'est rendu compte que c'est un format qui a forte valeur ajoutée parce qu'il est vendu beaucoup plus cher, donc ça permet de mieux monétiser votre audience, mais qu'il est difficilement scalable. On le fait difficilement à grande échelle. Nous, ce qu'on a mis en place via nos outils technologiques, c'est tout simplement aujourd'hui d'aller permettre de faciliter cet accès au sponsoring. Donc au sein de notre ad server, on va pouvoir vous proposer d'aller écrire le brief, le script de ce que vous souhaitez, mettre en place. Et en fait, tout simplement, ça va envoyer ce brief-là directement à la personne qui va créer le sponsoring en lui mettant des informations qui sont claires, la date de début, qu'est-ce qu'il faut dire. La personne va avoir une idée de quand est-ce que la campagne publicitaire doit commencer, sur quel type d'environnement. Et du coup, va pouvoir tout simplement aller créer le spot, le sponsoring, le dropper directement au sein de la plateforme. Donc, ça va en fait directement arriver au sein de l'ad server et tout simplement gagner en flexibilité parce que ça va permettre de créer une campagne beaucoup plus rapidement, de vous éviter les allers-retours tout simplement, de validation de créa. Et donc, du coup, nous, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous proposer plus de souplesse et de flexibilité via des outils technologiques qui vont vous permettre de mieux monétiser votre audience. Et on se rend compte effectivement que automatiser le host rate permet à grande échelle d'augmenter son utilisation et sa valorisation. Je vais parler maintenant de format interactif. Et je vais laisser la parole à Laurent. Je vais peut-être juste expliquer d'abord ce que c'est que le voice ad. Nous, on s'est rendu compte que l'audio, c'est un format qui est hyper intéressant parce qu'il permet d'engager, il permet d'améliorer le taux de mémorisation. Et on a décidé qu'on pouvait également penser à créer une conversation avec l'audience. Donc, on a créé un format où on va tout simplement parler à votre audience et leur demander s'ils sont intéressés ou pas pour avoir accès à plus d'informations. On a un cas pratique, donc je pense que c'est peut-être plus intéressant de le diffuser. Je te laisse la parole, Laurent. Ça marche. Nous, ce qui nous intéressait beaucoup dans les formats qu'on va vous présenter, c'était de proposer des expériences publicitaires singulières qui sortent de l'ordinaire, qui captent l'attention et qui vont permettre à l'annonceur d'émerger et d'atteindre des objectifs ambitieux. Le premier cas qu'on vous présente là, c'est le cas de la région Bourgogne. Quand on a commencé à échanger, le but du jeu, c'était que cet annonceur voulait prendre la parole pour promouvoir sa région pour les vacances scolaires de Toussaint. Donc la campagne est en train de se terminer.
avec un concept créatif très fort qu'ils ont appelé l'appel de l'automne et qui évidemment ne pouvait pas être mieux servi publicitairement que par de l'audio et donc de l'audio digital. Ils avaient une envie de capter l'attention très forte, vous allez le voir dans le spot juste après. Et nous, notre réponse, c'était d'allier finalement les atouts d'Europe 1, un contexte premium et affinitaire, la force de l'audio digital telle qu'on la connaît tous aujourd'hui et sa forte capacité à offrir un branding de forte qualité, et donc capter l'attention et renvoyer vers le site de l'annonceur qui lui aussi, vous allez le voir, est magnifique. Et donc ça donne ça. Je ne sais pas si on peut jouer l'expérience. Est-ce qu'on peut lancer Donc vous êtes sur l'application Europe 1. Là, c'est le live en l'occurrence. Et lorsque le live se lance... Écoutez. Écoutez vraiment. Vous l'entendez? C'est l'appel de l'automne. Et l'automne, c'est la Bourgogne. Envie d'y aller? Dites oui et découvrez toutes les expériences sur bourgogne-tourisme.com. Pour ouvrir le site Bourgogne Tourisme et préparer votre visite, dites oui. C'est à vous. Oui. Et donc on arrive... Moi, appliqué à aller chercher des gens... sur le magnifique site. Évidemment, pour ne pas perturber l'écoute de l'auditeur, il a toujours le droit d'écouter Europe 1 tout en voyant le site de l'annonceur. C'est important pour nous. Et c'est aussi important que l'internaute arrive là et puisse aller scroller sur ce site qui est vraiment graphique et splendide. Et nous, ce qu'on voulait, c'était servir l'objectif final d'amener l'annonceur ici, de lui avoir offert le branding comme on pourrait l'avoir sur une campagne classique, avec une proposition innovante. Je crois que c'est la première fois que c'est joué en Europe. Voilà. On va passer à un autre format qu'on a lancé ensemble en décembre l'an dernier, pour la première fois en France, qui est le Shake Me, pour Paris Musée. Donc là, l'objectif de l'annonceur, c'était de faire connaître sa carte Paris Musée, donc une vraie recherche de notoriété. Et nous, notre proposition, c'était toujours de s'appuyer sur les atouts d'Europe 1 et de l'audio digital, mais d'y ajouter en fait un côté ludique avec le Shake Me, dont le principe est assez simple, c'est que vous allez pouvoir secouer votre téléphone et atterrir sur la page de l'annonceur. Et ça a très bien marché. On peut peut-être regarder la vidéo. Une idée cadeau pour Noël? Offrez la carte Paris Musée avec un accès illimité à toutes les expositions des musées de la ville de Paris. Et maintenant, secouez votre téléphone si vous souhaitez souscrire ou avoir plus d'informations sur la carte Paris Musée. Et donc on arrive sur le site de l'annonceur et on sait exactement ce qu'il peut se passer avec cette carte Paris Musée et y souscrire. Ce qui nous intéresse dans les deux propositions, c'est de continuer à capitaliser sur ce qui marche très bien en audio digital pour les annonceurs, mais d'y rajouter quelque chose de singulier, soit de ludique, soit de très engageant. Dans le premier cas de figure, c'est quand même super engageant de parler au pré-roll publicitaire pour lui dire « Viens voir la Bourgogne, oui, est-ce que tu veux voir ?» La personne qui dit oui, elle ne l'a pas dit par hasard. Et même si elle n'a pas dit oui la première fois, elle a retenu le message et elle peut, lorsqu'elle y est soumise une deuxième fois, avoir envie cette fois de dire oui. La campagne est encore en cours, donc on ne peut pas dévoiler les chiffres avant de les donner à l'annonceur, c'est quand même bien normal. Sur la partie Shake Me, ce qui est très intéressant, c'est que le taux d'engagement, alors je crois que vous avez sorti une étude aux US qui dit qu'il est en moyenne de 1%. Donc 1% d'engagement, si on le met sur un benchmark avec d'autres formats type display, ça devient quand même assez chouette, c'est la belle cerise sur le gâteau. Et ce spot-là qui a été vraiment pensé pour l'interaction, il est plutôt au-dessus de ce bench. Et on vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Comment fonctionne le système du coup de publicité interactive en dehors du téléphone? En fait, il faut implémenter au sein de l'application le SDK d'AdWiz pour permettre de jouer ce genre de format innovant.
C'est bien un SDK. Donc nous, typiquement, chez Europe 1, on a implémenté cette brique dans l'application Europe 1. Et c'est sur l'application Europe 1 que l'interaction est possible. Et évidemment, nous, ce qu'on propose à l'annonceur, c'est d'amplifier ce dispositif ailleurs que sur l'app Europe 1 avec une opération plus classique. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.